Je m'en achète un, mais c'est égal. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, pour cette présentation, on se sort un peu là, de tout ce qui est domaine santé, travail social, etc. Euh, on est très peu en sciences politiques à étudier, à étudier les communautés trans et non binaires, et par très peu, je n'en connais pas d'autres personnellement, de personnes qui viennent dans mon département. Donc, le contexte de cette présentation-ci, ça s'inscrit dans le cadre de mon mémoire. C'est surtout une première phase très exploratoire d'une recherche qui, elle aussi, est très exploratoire sur l'impact des politiques transspécifiques sur les parcours de transition des personnes trans et non-binaires au Québec. Le focus de notre recherche est vraiment sur la réforme de 2015, mais avant là, de zoomer sur 2015, c'est important pour moi de faire un portrait là, un peu des 10-12 dernières années, parce que ça a été des années qui ont été chargées en émotions et en politique. Donc, premièrement, pourquoi étudier les politiques transspécifiques? Ben, il y en a de plus en plus, que ce soit au Québec, le fameux PL2 juste l'année passée, mais que ce soit partout aux États-Unis, j'ai mis un exemple de Malte. En fait, dans les 10 dernières années, je n'ai pas réussi à trouver un État qui n'a pas au moins parlé, étudié en chambre des enjeux traitant là, des personnes trans et non-binaires. Donc, c'est vraiment partout autour de nous. C'est aussi partout dans l'espace public. Comme avertissement tout le monde, je vais vous montrer des titres de chroniques du Journal de Montréal et de la presse. Au niveau là, de la loi concernant les personnes trans dans les prisons, cohabitation contrôlée. Au niveau du sport, quelle est la solution pour les transgenres? Je pense que les gens Tremblay a la solution de son genre. Sinon, je vais bombarder sur les drag queens et l'Assemblée nationale, cette fameuse motion là, qui est passée récemment. C'est tous des exemples de cette année. Donc, je n'ai pas fait une recension. Je trouvais que quelques exemples étaient suffisants pour démontrer qu'on en parle. Je pense que tout le monde qui ouvre sa tablette surtout le Journal de Montréal et la presse vont en voir passer. Finalement, mais parce que la science n'est pas là. Fameux standard de soins, le Bonifaz, cette grande association internationale qui regroupe des médecins, qui regroupe des travailleurs sociaux, qui regroupe des chercheurs en sciences vétérinaires, tout ce qui est domaine de la santé et domaine connexes. Il y a des gens en droit, il y a des gens d'un peu partout, mais nos départements de sciences politiques, eux, ne s'intéressent pas vraiment en fait au fait trans. Et donc, ça fait en sorte que, ben moi, ma revue de littérature, c'est vraiment le fun. C'est toutes les autres disciplines, sauf la mienne. C'est vraiment en fait, dans ma revue de littérature complète de mon mémoire, j'ai un article d'une revue scientifique sur l'impact d'une loi comme le PL 35 de 2015 sur la perception de la discrimination. Donc, vous comprendrez qu'on n'en est pas là à étudier c'est quoi l'impact des politiques transspécifiques sur les parcours de transition. Et pourtant, on base ces politiques-là sur ce qu'on pense être les impacts, mais on n'en a pas des données sur ces impacts-là. Oui, on a des données sur comment est-ce que l'accès aux soins impacte le bien-être psychologique des personnes trans et non-binaires, mais on ne sait pas, par exemple, si élargir l'accès à une transition légale, est-ce que ça a un impact, que ce soit, oui, sur le bien-être psychologique, mais que ce soit sur les choix de transition des individus. Et donc, bâtir des politiques sur des idées préconçues, sur des idées subjectives, vous comprendrez que c'est généralement pas les meilleures pratiques, et donc, il y a vraiment là un besoin dans la science pour étudier ces questions-là. Mais puisqu'on part de rien, vous comprendrez qu'on est vraiment dans l'exploratoire. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter toutes choses qui sont un peu des évidences, mais il faut bien les dire à mon petite question de contexte. Donc, la première reconnaissance légale du fait trans au Québec, c'est en 1978. Donc, c'est la première voie là, pour les personnes trans de changer de mention de sexe selon 5 critères très stricts. Donc, il fallait avoir au moins 18 ans, chose qui a été éventuellement abrogée en 2016. Ne pas être marié, abrogé suite à la légalisation du mariage gay. Avoir la citoyenneté canadienne abrogée en 2021, résider au Québec depuis au moins un an, toujours en vigueur. Et je vous ai mis l'extrait du Code civil parce que ça ne peut pas être mieux dit.
subir avec succès des traitements médicaux et des interventions chirurgicales impliquant une modification structurelle des organes sexuels est destiné à changer ses caractères sexuels apparents. Ce qui est super intéressant, en fait, c'est que la question des caractères sexuels apparents, c'est utilisé pour les femmes trans, mais pour ce qui est des hommes trans, en réalité, c'était pas important, les caractères sexuels apparents, même que les hommes trans n'avaient pas besoin d'avoir une mastectomie, ni d'avoir une phalloplastie. En fait, il fallait simplement avoir une hystérectomie, c'était le prérequis minimum. Ce qui nous fait poser la question, en fait, est-ce qu'on voulait réellement une concordance du corps ou on voulait une stérilisation de l'individu? Donc, les principales politiques transmissibles entre 2010 et 2022, là, qui est la période pour laquelle je fais un zoom, période qui a été très active, vous pouvez le remarquer. Donc, oui, il y a eu le fameux PL35 qui venait abolir là, les prérequis chirurgicaux, que j'ai séparé entre l'adoption et l'entrée en vigueur. Il y a eu 2 ans entre les deux, ce qui est quand même c'est quand même une longue période là, entre l'entrée en vigueur et l'adoption d'une vague. 2016, le PL 103 qui vient permettre là, la transition légale chez les personnes mineures et qui, au travers de ça, rajoute des protections dans la charte. Par contre, je me suis concentré sur tout ce qui avait un impact sur les transitions légales. 2021, dépôt du PL2, 2022, adoption du PL2, lui aussi, je l'ai séparé en deux parce qu'il y a une période longue entre les deux et parce que la loi en tant que telle a énormément changé entre son dépôt et son adoption. Et donc, pour moi, c'est essentiel qu'on sépare les deux et qu'on les considère de manière individuelle. Bon, les données que j'ai, que je vais vous présenter, c'est des données qui viennent directement du directeur de l'État civil. Ce qui veut dire que, c'est le POG, c'est des données populationnelles, donc elles sont très fiables. Ceci étant dit, plusieurs problématiques dans ces données-là. Premièrement, c'est pas possible de distinguer les personnes trans binaires des personnes trans non binaires parce que le marqueur de genre n'est pas un indicateur de l'identité de genre d'une personne. Ensuite, les individus ayant demandé un changement de nom, mais pas un changement de mention de sexe, n'ont pas pu être pris en considération parce que l'État civil ne garde pas en statistique le motif de changement de nom de l'individu. Ce qui veut dire que malgré plusieurs demandes d'accès à l'information, j'ai toujours pas été capable d'avoir cette information-là. Les données ne vont pas différencier les premières demandes des demandes subséquentes pour un même individu, ce qui veut dire que si je vous présente des chiffres, qu'il y en a 120, c'est pas impossible qu'une des demandes de 2018, c'était aussi la même individu qui a fait une demande en 2012. Je ne peux pas le savoir. Finalement, en 2022, j'ai juste les mois de janvier à septembre parce que j'ai refait plein de demandes et on ne m'a toujours pas donné les mois de octobre à décembre. Je suis un peu fâchée, mais on vit avec. Mais ça va parler quand même, je vous le promets. Donc, commençons par juste regarder l'évolution du nombre de demandes de changement de contexte reçues par année. Donc, on peut tout de suite voir là, que de 2010 à 2014, on était sur une courbe d'augmentation. Une courbe d'augmentation, là, ça a quand même frappé lorsqu'on le regarde, on le regarde là-dessus, mais c'est quand même une augmentation de 40% par année environ du nombre de demandes. Donc, il y avait quand même une rapide augmentation du nombre de demandes de changement de mention de sexe, qui peut être dû à plein de facteurs. Vous comprendrez que ces données-là ne me permettent pas de dire pourquoi ça augmente, mais je peux juste vous dire qu'il y avait une augmentation. 2015, l'entrée en vigueur du PL 35, donc qui retire les prérequis chirurgicaux. Ça va vous étonner, mais il y a eu un boom. Je sais. C'est super étonnant. Puis il y a aussi eu une augmentation là, en 2016 qui peut à la fois être, en fait, qui est à la fois là, chez les adultes. Donc, il y a quand même une augmentation chez les adultes en 2016. Et évidemment, mais l'entrée des mineurs dans le tout, mais ça, une fois qu'on augmente la population qui est admissible, c'est pas étonnant qu'il y ait une augmentation. On atteint un certain plateau de 2016 à 2019. Donc, on peut supposer là, que c'était un plateau. Évidemment, c'est juste sur 3 ans. C'est un peu difficile. On n'a pas comme 10 ans pour comparer. Mais on peut supposer qu'il y avait comme un élan là, de stabilisation. Un creux en 2020 qui est très probablement dû à la pandémie. Évidemment, on va avoir des études supplémentaires pour le démontrer. Mais
En fait, il faut comprendre que ça, c'est pas dans les politiques que j'ai identifié, mais durant 5 mois en 2020, le directeur des tests civils a cessé de recevoir et d'émettre des certificats de changement de mention de sexe. Donc, est-ce qu'il y a des demandes qui ont été perdues? C'est pas impossible. Est-ce que les gens ont moins fait de demandes parce qu'ils avaient l'impression qu'un service n'était pas rendu? C'est pas impossible non plus. Par contre, je rappelle que là, on parle juste des demandes qui sont reçues par les tests civils et non des demandes qui sont autorisées. Ceci étant dit, la différence entre les deux, c'est une. En fait, dans cette période-là, il y a une seule demande qui a été refusée. Pour quel motif? Je ne sais pas, on me l'a pas dit. Ensuite, donc, il y a eu une augmentation en 2021. Est-ce que cette augmentation-là, c'est un rattrapage de pandémie ou c'est le dépôt du PL2? C'est une très bonne question. On va pouvoir explorer ça là, un peu plus loin. Puis, 2022, donc, les personnes non-binaires atteignent le droit à la reconnaissance légale. Puis, il y a eu un boom qui est, encore une fois, pas très surprenant. Même question on regarde, en fait, c'est ce qui est super intéressant. Les deux courbes ici, là, semblent avoir une pente très similaire. Donc, c'est quelque chose qui sera intéressant dans la recherche à étudier. Parce que vous comprendrez que je vais pas, mon mémoire, c'est pas ça. Là. Mon mémoire va se une analyse beaucoup plus qualitative. Faisons un zoom in sur deux périodes de 12 mois. La période, donc, pour l'entrée en vigueur du PL35. Quand je vous disais qu'il y a eu un boom, je pense vous pouvez le voir le boom. Je pense pas que j'ai besoin de vous donner des formules mathématiques qui font qu'il y a un boom. Puis, donc, deux choses intéressantes pour ce qui est de la période de 2021-2022, le PL2. Premièrement, en juillet 2022, on rappelle que la loi est en vigueur le 17 juin 2022. On voit là que délai pour que les demandes soient reçues par le dossier. Il y a un boom au mois de juillet, puis pas un petit, là. Il y a comme une pause il y a comme une pause en juin, peut-être qu'on reprenait notre souffle, je ne sais pas, où on attendait que ce soit disponible. Puis un boom ici. Mais moi, ce que j'aime, c'est décembre 2021. Il y a quelqu'un qui se rappelle quand est-ce que le PL2 a été déposé à quel mois? Oui, il a été déposé au mois d'octobre. Et donc, là, ce petit boom de 2021 se trouve en fait au mois de décembre, donc à la fin 2021, mais ça nous soulève des questions en fait sur la raison de ce boom-là, parce que c'est tout de suite après là, le dépôt du PL2. Est-ce que ça peut être lié, par exemple, à un sentiment de peur en raison là, du retrait de certains droits qui étaient acquis depuis 2015? C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Je sais qu'à nous autres, à Ancestry, on en a vu. Si on se concentre sur les personnes mineures, malheureusement, je ne sais pas encore avoir les âges des personnes mineures, j'ai juste les grosses catégories. Par contre, c'est très intéressant que, on s'entend que passer de 0 à 80 en 2016, on comprend le pourquoi du comment. Par contre, c'est intéressant qu'il y avait quand même une augmentation de 2016 à 2019, contrairement au plateau qu'on avait chez la population générale. Donc, pour les mêmes années, quand on regarde sur la population adulte, c'est vraiment un plateau, mais chez les jeunes, il y a vraiment une augmentation année après année. 2020, encore une fois, là, donc probablement la pandémie. Puis, on revoit cette même courbe d'augmentation en 2021-2022. Dernière petite donnée sur laquelle je lance des pistes de réflexion. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai des pistes de réflexion. Donc, quelle mention est-ce que les gens ont demandé, en fait, à chaque année? Si on regarde entre 2010 et 2014, c'est très majoritairement des personnes qui vont demander la mention de sexe féminine, au-delà de 60-70% à chaque année. Mais lorsqu'on a retiré les exigences chirurgicales pour l'accès à la pension légale, on s'est beaucoup plus retrouvé là, dans une zone d'équilibre. Peut-être un petit rattrapage, mais là, somme toute, là, une zone d'équilibre, 45-55. Évidemment, pour 2022, vous comprendrez que c'est difficile d'interpréter tant qu'on n'aura pas plusieurs années là, sur lesquelles se baser. 2 minutes, France. 2 minutes au cas. OK.
C'est presque fini, je vous le promets. Ensuite, lorsqu'on regarde chez les jeunes, chez les personnes mineures, très intéressant de voir que, un peu à l'index de pré-2015 chez les adultes, ben, chez les jeunes, c'est vraiment majoritairement des personnes qui vont demander la mention de sexe masculine. Donc, les personnes transmasculines sont beaucoup plus présentes dans ces statistiques-là. Qui, je crois, là, mérite absolument une attention particulière. Bon, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Premièrement, pas grand-chose, malheureusement, parce que ben, c'est vraiment des beaux chiffres qui parlent, mais on ne sait pas quelles variables intermédiaires peuvent rentrer en compte. Donc, évidemment, dans le cas de mon projet de mémoire, là, on va travailler beaucoup plus en profondeur pour essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces données-là. Par contre, on peut supposer que le retrait des barrières à l'accès au parcours de transition légale a un effet positif sur la quantité d'individus qui s'en prévalent. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Je ne pense pas, mais je dirais quasiment jusqu'à dire qu'on peut le confirmer. Puis, ce qui est aussi intéressant, par contre, c'est que les phases d'augmentation, donc de bons, là, du nombre de demandes de changement de mention de sexe, sont vraiment là, alignées parfaitement aux politiques publiques majeures, donc que ce soit le dépôt de PL2, que ce soit l'entrée en vigueur du 35, l'adoption, l'entrée en vigueur du PL2. Donc, tout ça, il y a vraiment des bons, puis vraiment une réaction très immédiate. Là. Et donc, ça nous laisse sur plein de questions. Je sais qu'on va est fini, fait que, dans tous les cas, vraiment beaucoup de questions qui restent, mais voilà, on pourra s'en reparler tantôt.